Tu te rappelles Migi et Dali? Du coup, c'est l'autre manga de Namisano, c'est ça? Oui, c'est l'autre manga de l'auteur de Sakamoto pour vous servir, dont nous avons regardé l'animé parce que c'est la seule autre œuvre sérialisée qui a écrit et dessiné cette mangaka avant sa mort, parce que Sakamoto ne ressemblait à rien de ce que nous connaissions, et que si quelque chose d'autre au monde devait un jour ressembler de près ou de loin à Sakamoto, il y avait de bonnes chances que ce soit Migi et Dali. Et donc Migi et Dali, ça ressemble à Sakamoto? Non. Ok, curiosité satisfaite. On remballe? Non, ça ne ressemble pas à Sakamoto, mais d'une part, c'est très bien aussi, et d'autre part, ce n'est pas sans rapport avec Sakamoto. En outre, si on ne devait faire de vidéos que sur ce qui ressemble à Sakamoto, ces DAL n'auraient jamais existé. Et puis tu crois tromper qui avec ta blague à 2 balles? Les gens ont vu le carton-titre, et ont forcément remarqué que la vidéo durait plus de 20 secondes. Ok, mais du coup, faut ajuster un peu. On pouvait pas faire ça tant qu'on décidait pas de faire la vidéo. Bah ouais, logique. Migi et Dali, du coup. Par quoi commencer? Par là où tu as démarré, la comparaison avec l'autre manga de l'auteur. Oui, commençons par là. Comme je disais, Migi et Dali est une série très différente de Sakamoto pour vous servir. Déjà, elle est à suivre. Ensuite, elle a une intrigue de fond sérieuse. Sérieuse? Psychédélique, mais sérieuse. Pour autant, comme je le disais aussi, on reconnaît la patte de Namisano. Il y a des éléments de style qui font qu'il n'y a aucun moyen d'oublier que Sakamoto et cette série ont le même auteur. Étant donné que c'est le premier truc auquel on a pensé en regardant Migi et Dali, je pense que ça peut être intéressant de parler d'abord des points communs. En premier lieu, ce sont toutes les deux des séries courtes. Courte mais intense. Ensuite, il y a une importante composante comique dont l'humour n'est pas sans rappeler Sakamoto, avec des parodies de situations classiques et de la caricature. Les gags sont fondés sur les travers des personnages et sur le fait que les protagonistes, pour parvenir à leur fin, doivent faire preuve de compétences totalement invraisemblables. Ensuite, du fait de ce style d'humour et du fait que la mise en scène nous fait entrer dans l'histoire à travers le point de vue de personnages secondaires, les personnages principaux apparaissent d'abord comme ambigus et on met quelques épisodes avant d'être complètement sûr de ce qu'on doit penser d'eux. En conséquence de tout ça, on en arrive au point commun le plus important. Les personnages secondaires de Migi et Dali sont similaires à ceux de Sakamoto. Si un personnage de Migi et Dali se retrouvait d'un seul coup téléporté dans l'univers de Sakamoto, il ne ferait absolument pas tâche. Bien évidemment, la série n'est pas centrée autour du fait que ces personnages doivent surmonter leur névrose. Elle est à suivre et l'intrigue principale des personnages principaux doit constamment progresser. Ça n'empêche pas ces personnages secondaires d'être des gens bizarres comme ceux de Sakamoto, avec des lubies ridicules, un comportement parfois hautement critiquable, voire des intentions vraiment mauvaises. Et comme dans Sakamoto, la série nous amène à les accepter puis à les apprécier tels qu'ils sont, en montrant que leurs travers ne les empêcheront ni d'avoir un impact bénéfique sur les événements, ni de manger de la tarte à la cerise tous ensemble autour de la même table. Arrête de mettre la charrue de l'ours avant d'avoir tué les bœufs. Si tu donnes des détails comme ça sans avoir résumé la série, personne va rien comprendre, tu sais. Oui, t'as raison. Mais avant de raconter la série en elle-même, je voudrais expédier très rapidement le dernier point commun entre Migi et Dali et Sakamoto pour vous servir. C'est un seinen, prépublié dans Arta, donc à destination d'un public mature malgré le fait d'avoir des personnages principaux qui sont mineurs. Dans Sakamoto, nous avons analysé cette catégorisation à la lumière de la comparaison avec Mary Poppins. Dans Migi et Dali, l'aspect seinen est beaucoup plus évident. On y trouve une forme de noirceur plus réaliste que dans les shonen ordinaires. On trouve certes parfois des choses extrêmement glauques dans les shonen, mais le plus souvent elles servent de point d'appui à quelque chose d'inspirant. Là non, c'est non seulement des événements un poil plus réalistes, mais surtout c'est de la tristesse qui ne débouche pas nécessairement sur quelque chose de positif, mis à part que les personnages peuvent se féliciter à la fin de l'histoire d'avoir réussi à en sortir par le haut. Tu me diras, Death Note c'est un shonen et sa noirceur ne débouche pas sur quelque chose de positif. Je pense qu'il y a un fossé entre le projet derrière Death Note et la réalité de ce qu'est Death Note. Je ne sais pas ce qui fait que Death Note est devenu nul d'un coup à partir du moment où Misa apparaît dans l'intrigue. Au pif, c'est peut-être le fait que Misa apparaisse dans l'intrigue. Mais à mon avis, si c'était resté bien, Death Note aurait pu aller dans deux directions qui sont, l'une et l'autre, raisonnablement shonen. Conserver le côté cathartique du duel de ruse entre elle et Light, ou partir sur des considérations philosophiques inspirationnelles sur le bien et le mal. C'est une digression, donc je m'éternise pas dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'un événement négatif dans Migi et Dali, comme au hasard un meurtre, est non seulement un événement qui ne sera pas esthétisé ou rendu plus abstrait par des artifices de mise en scène, mais aussi sera connoté comme un événement sinistre et uniquement sinistre. Tu donnes trop de détails ou pas assez là? Pas vraiment le choix. Au regard de l'abondance des gags, on peut considérer Migi et Dali comme une série fortement humoristique, mais ce qu'elle est principalement, c'est un thriller. Les énigmes qui gouvernent l'intrigue et le suspense jouant un grand rôle dans le plaisir de visionnage, je pense qu'il vaut mieux faire comme pour Scooby-Doo Mystère Associé, c'est-à-dire pas comme d'habitude. Spoiler le moins possible l'intrigue principale et centrer l'analyse sur les relations entre personnages, sur lesquels il y a suffisamment à dire pour comprendre la série. Soit, on va quand même résumer le début. Nous sommes dans les années 90. Pourquoi? Le manga date de 2017. Bah, je sais pas en fait.
Pendant le visionnage, nous avons pensé que c'était parce qu'il y aurait un épilogue dans le présent, mais finalement non. Plusieurs hypothèses. La plus évidente, c'est que l'auteur ne voulait pas s'embêter avec les téléphones portables et Internet, qui facilitent la recherche d'informations et la communication entre personnages, et sont donc un handicap pour le scénariste lorsqu'il veut que les protagonistes soient plus ou moins isolés dans leur environnement. Il est également possible que Nami Sano ait voulu reproduire des ambiances de son enfance, mais elle est née en 1987 et l'action se déroule principalement en 1990, quand elle avait 3 ans. Mon hypothèse personnelle est que, comme il s'agit d'une intrigue racontant comment des enfants vont, en faisant preuve d'ingéniosité, de stratégie et de talent pour le bricolage, contrer des adultes hostiles, la série devait tout naturellement se dérouler à la même époque que Maman, j'ai raté l'avion. J'ai une autre hypothèse, plus farfelue. Quand on compare les animés de super-héros japonais à ce qui se fait en Occident, une chose frappe. Les ennemis sont rarement des criminels humains et beaucoup plus souvent des monstres de l'espace ou assimilés. Ou tout comme. De plus, dans Bakuman, on attire notre attention sur le fait que, pour ce qui est des animés, il y a une réticence à mettre en scène des forfaits ordinaires dans un contexte réaliste, quand bien même ils seraient immensément moins graves que l'ultra-violence d'autres œuvres qui, elles, ne posent aucun problème. Bien sûr, on trouve des contre-exemples notables, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un tabou autour du fait de donner une mauvaise image de la société japonaise contemporaine. Et étant donné qu'il se passe des choses assez répréhensibles dans Migi et Dali, le fait de dire que ça a lieu dans le passé est peut-être un moyen de s'en distancier. Toujours est-il que nous sommes en 1990. À l'instar de Kuroko's Basket, avant de devenir sérieuse, la série commence comme un gag. Les Sonoyama, un couple de personnes âgées qui regrettent de n'avoir jamais eu d'enfant, décident d'adopter un garçon. À l'orphelinat, ils font la connaissance d'Itori, un blondinet de 13 ans spectaculairement adorable et prévenant qui leur tape dans l'œil. Ils le ramènent donc dans leur grande maison du village d'Origon pour l'y chouchouter. Mais Itori a un secret. Ce n'est pas une personne, mais une paire de jumeaux, Migi et Dali, qui se relayent dans le rôle d'Itori, le prénom Itori signifiant littéralement une personne, c'est subtil, l'autre assistant constamment dans l'ombre, celui qui est sous le feu des projecteurs. C'est grâce à ce numéro impeccablement rodé qu'ils parviennent à faire passer Itori pour le jeune garçon parfait. Comme tu l'as dit, c'est un gag à la Kuroko's Basket, que les premiers épisodes exploitent comme un gag. Migi et Dali ont fait des trucs extravagants façon Sakamoto pour être choisis par les Sonoyama à l'orphelinat, Migi et Dali font la tarte à la cerise parfaite parce qu'ils manipulent la pâte à 4 mains, Migi et Dali font les meilleurs massages parce que l'un frappe et l'autre masse, Migi et Dali jouent le rôle du petit garçon qui monte sur les épaules de papa malgré le fait que papa soit trop vieux en se faisant contrepoids l'un l'autre, et tout ça sans jamais apparaître à deux dans le champ de vision de la même personne simultanément. Vous voyez l'idée. Mais du coup, du point de vue de l'orphelinat, les Sonoyama qui ne pouvaient adopter qu'un enfant ont adopté Migi ou Dali? Ou alors, même l'orphelinat était dupe de cette mascarade? Ce ne sera jamais précisé. Le plus logique est qu'ils se font passer pour une seule personne depuis le moment où ils sont devenus orphelins et que même l'orphelinat croyait n'avoir que Itori. Malgré le caractère hilarant de ce gag, un mystère entoure cette situation. Lorsqu'ils débriefent ensemble dans la tente qu'ils ont montée dans la chambre d'Itori, Migi et Dali sont assez clairs sur le fait que leur véritable objectif n'est pas juste d'avoir une maison et des parents. Quant aux parents, leur désir d'avoir le fiston le plus cliché possible est un peu suspect. Donc nous, spectateurs, sentons bien que cette situation n'est pas ce qu'elle semble, et nous inquiétons de quel peut bien être le plan diabolique des jumeaux et les éventuelles intentions cachées des Sonoyama. Comme dit précédemment, c'est intéressant parce qu'on se pose la même question pour Sakamoto dans les premiers épisodes. Mais dans Migi et Dali, on est vite rassuré. Les vieux n'ont pas d'intention cachée, ils sont très gentils. C'est juste qu'ils sont aussi très bizarres. Et encore bizarres. Ils ont visiblement une passion pour les jeux de rôle qui implique d'avoir dans leur dressing une collection de déguisements et de perruques qui ferait passer Fantomas pour un petit joueur. Quant à Migi et Dali, c'est très simple, ils avaient besoin de se faire adopter à Origon parce que c'est là que leur mère biologique a été tuée. Leur but est de retrouver l'assassin pour se venger. C'est noir, mais beaucoup moins glauque qu'on aurait pu le redouter, vu l'horaire d'enfant monstre. L'allure inquiétante de Migi et Dali tient à plusieurs éléments. D'abord, leur façon de bouger comme des ninjas de manière à ce qu'on ne repère pas qui sont d'eux. Ensuite, le contraste entre la façade d'Itori, le garçon très expressif et enthousiaste, et leur comportement froid et calculateur quand ils complotent ensemble. Enfin, leur déconnexion complète du monde extérieur. On comprend relativement tôt que Migi et Dali ont été élevés par leur mère dans l'isolement le plus total. Et en dehors de quelques trucs et astuces de prestidigitateurs, ils ne savent rien faire et doivent donc imiter ce qu'ils observent pour qu'Itori ait l'air normal. Ils se basent sur les conversations de leurs parents adoptifs qu'ils espionnent pour savoir ce qui est attendu du fils idéal, ils n'ont aucune idée de comment se faire des amis, ils ne savent même pas rire normalement, à la place ils font une sorte de breakdance. Et au début de la série, ils se désintéressent profondément de leur environnement, obnubilés qu'ils sont par leur quête de vengeance. Dans leur bouche, leurs parents adoptifs deviennent simplement le vieil homme et la vieille femme, et le chien devient l'animal. Il faut dire que leur mascarade les maintient dans cet état. Afin de ne courir aucun risque, ils prennent soin de s'habiller de la manière la plus neutre possible, cosplayer en Steve Jobs comme dit leur mère adoptive, oui c'est pour ça, et bien sûr de rester coiffés de la même façon, etc. etc. Du coup, non seulement ils ne développent pas leur personnalité commune et restent entièrement définis par et prisonniers de leur passé et leur quête de vengeance, mais aussi et surtout ils ne peuvent pas développer leur personnalité séparément. Comme de juste, c'est l'enjeu principal du pendant psychologique de l'intrigue.
Comme ils sont identiques, naturellement, le spectateur cherche dès le début à déterminer les indices permettant de savoir à tout moment lequel est Miggy et lequel est Dali. A noter que dans le doublage original, ils n'ont pas la même voix, mais la différence est trop subtile pour qu'on arrive à les distinguer facilement alors qu'ils parlent dans une langue qu'on ne comprend pas. De plus, Miggy est droitier tandis que Dali est gaucher, les noms Miggy et Dali semblent d'ailleurs plus ou moins vouloir dire droite et gauche, mais peu de scènes les montrent en train d'écrire. Par contre, ça se répercute sur leur coiffure, qui n'est pas dans le même sens, donc en soi, il suffit de regarder de quel côté est l'arrêt. Mais bien que ce soit évident, ce détail nous a totalement échappé sur le moment. Il est vraisemblablement une convention graphique, puisque les jumeaux sont trop méticuleux avec leurs numéros pour laisser passer une telle erreur. Tardivement dans la série, ils se décideront à avoir des complices, et on constatera qu'une fois informés, les 10 complices sont capables de déterminer au premier coup d'œil s'ils s'adressent à Miggy ou à Dali, mais c'est probablement dû aux légères différences de visage qu'il y a entre les vrais jumeaux, qu'on ne peut remarquer que quand on est prévenu. Ce qui est possible également, c'est que leur méthode pour se rendre identiques est qu'ils s'imitent l'un l'autre quand ils se coiffent, quand ils écrivent, etc., mais en miroir, sans se rendre compte que ce qui est asymétrique est inversé. Cette hypothèse serait corroborée par le fait que Miggy dessine très mal et pourrait être un gaucher contrarié devenu droitier en imitant Dali. La série est riche en détails cachés comme Scooby-Doo Mystère Associé, et il y a sans doute en réalité des tas d'éléments réels ou conventions graphiques qui permettent de distinguer les jumeaux. Mais ces détails n'attirent pas l'attention du spectateur au premier visionnage. Non, ce dont on se rend tout de suite compte est que le point clé les distinguant réellement est que Miggy est davantage enthousiaste à l'idée d'avoir une vie de famille avec les Sonoyama que Dali. Mais dans les premiers épisodes, cette différence cesse de se voir dès qu'ils se mettent à faire leur truc de ninja, et les jumeaux sont à peu près identiques du point de vue du comportement. Ça ne dure pas. Oui, car la série, qui comme on le disait est très courte, 13 épisodes, a une intrigue qui progresse très vite. On passe très rapidement des gags initiaux autour des acrobaties de Miggy et Dali pour se faire passer pour une seule personne, au début de leur enquête pour retrouver leur maison natale, qu'ils retrouvent d'ailleurs quasi tout de suite après seulement 2 tentatives infructueuses, et ensuite le mystère des tenants et aboutissants de la mort de leur mère se dévoile à un rythme soutenu jusqu'au dénouement, faisant basculer l'ambiance vers l'horreur psychologique avec les références visuelles qui vont avec. Avec cette rapidité, les différences entre Miggy et Dali se manifestent assez rapidement et l'écart se creuse vite. Dali est l'aîné de quelques secondes, plutôt le chef, le plus rusé et le plus froidement calculateur. Miggy est le plus sensible. C'est peut-être pour ça qu'il est particulièrement doué pour l'imitation de voix. Il se plaint que Dali lui confie les tâches les plus ingrates lorsqu'ils enquêtent, mais en réalité, la plupart du temps, ce dont il se charge, c'est de la sociabilité. C'est Miggy qui s'attache sincèrement à la famille et aux amis d'Hitori, et qui est le premier à envisager que la vengeance du meurtre de leur mère n'est peut-être pas la seule chose que lui et son frère doivent attendre de la vie. Vu sous cet angle, Miggy a le parcours classique de l'orpheline d'Histoire d'orpheline, qui consiste à trouver comment survivre jusqu'à trouver le bonheur sous la forme d'une famille aimante. Dali, lui, obsédé par sa vengeance, refuse ce parcours. Ça ne l'intéresse pas de survivre, ça ne l'intéresse pas le bonheur. Un des enjeux de la série va être pour Miggy de convaincre son frère de réviser ses objectifs et de décrocher l'épilogue heureux façon les malheurs de Sophie à la fin. On y reviendra. Mais ces doutes de Miggy ne sont pas suffisants en soi au début de l'intrigue pour amener les jumeaux à se disputer sérieusement. On a déjà expliqué en quoi leur mode de vie les en empêchait. Pour créer du drama entre des jumeaux de fiction, il y a une recette qui marche très bien, c'est qu'il y en ait un qui tombe amoureux et que ça l'éloigne de son frère. À ton avis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a ça dans Miggy et Dali ? Oui. Ah bah je croyais que tu serais désemparé par ma formulation malhonnête, moi qui étais fier de ma connerie. Pourquoi ? C'est détourné certes, mais c'est bien ça. Au bout d'un moment, bien évidemment, Hitori est scolarisé. Comme Miggy et Dali, rappelons-le, ne savent rien faire à part des acrobaties de ninja pour se faire passer pour une seule personne, Hitori est nul à l'école. Or, pour se rapprocher de l'aîné de la famille des principaux suspects de leur enquête, Hitori doit rejoindre la classe de celui-ci, qui ne lui sera accessible que s'il obtient d'excellentes notes aux examens. Dali parvient à progresser vite en travaillant dur, Miggy un peu moins. Or, Miggy, quand c'est son tour d'être Hitori, flash sur une fille studieuse à la bibliothèque qui lui fait savoir qu'elle acceptera de sortir avec lui s'il parvient à être bon élève comme elle. Bon, tenez-vous bien. Cette fille, Sally, est en réalité Dali déguisé. Il a adopté cette fausse identité, fabriquée au pied levé grâce au dressing des Sonoyama, afin de pouvoir se déplacer librement dans le lycée et étudier tranquillement pendant les moments où c'est au tour de Miggy d'être Hitori. Il n'y avait aucune intention malsaine derrière. Mais quand il a constaté que Miggy était attiré par Sally, il s'est dit que l'occasion faisait le larron et que c'était une bonne manière de motiver Miggy à améliorer ses résultats pour qu'il puisse poursuivre leur enquête. Oui, vraiment. Après, ils ont même un rencard à l'aquarium, ce qui est un cliché de manga de romance lycéenne. Mais pourquoi ? Parce que Dali, tout odieux manipulateur obsédé par son objectif qu'il soit, a quand même de l'empathie pour son frère. Et vu que celui-ci a fait les efforts demandés en progressant à l'école, il veut le récompenser en lui donnant l'illusion d'avoir un rencard avec la fille qu'il aime et une rupture qui soit la moins douloureuse possible, vu que la fille se sépare de lui à la fin non pas parce qu'elle ne l'aime pas, mais parce qu'elle est censée partir dans une autre ville et ne plus revenir. Mais quand même, du coup, au final, à partir du moment où Miggy et Dali se différencient l'un de l'autre, on pourrait dire que Miggy est le gentil et Dali le méchant, non ? Non, la série se refuse à présenter les choses en noir et blanc comme ça.
comme j'ai dit dans le contexte, le fait d'accorder à son frère un rencard à l'aquarium et une rupture qui n'implique pas un rejet, c'est censé être... sympa. En quelque sorte. Sympa de la seule façon dont Dali sait être sympa. Ouais, enfin, est-ce que le fait qu'ils comprennent pas que c'est pas sympa suffit vraiment à le dédouaner? En tout cas, moi, j'ai moins de mal à comprendre cette conception de la sympathie que celle qu'on rencontre dans Disco Elysium. Contexte? Dans le RPG de point and click Disco Elysium, le personnage jouable est un policier amnésique qui a perdu la mémoire suite à un coma éthylique. Oui. À cause du contexte un peu brûlant et urgent, son partenaire, Kim Kitsuragi, tient beaucoup à ce qu'il mène l'enquête pour meurtre qu'il a été envoyé mener dans ce quartier malgré son état. En plus d'élucider le meurtre, le héros doit donc retrouver ce qu'il a fait avant son coma éthylique en mode « Eh mec, elle est où ma caisse, mais plus glauque ». Il se trouve que, justement, le héros a perdu sa caisse, ainsi que son badge et son arme de service. À un moment donné, en explorant les environs, Kim et le héros découvrent une voiture accidentée dans la mer. Elle est inaccessible à marée haute. Kim propose donc d'attendre sur place pendant 2 heures jusqu'à ce que la marée baisse et que l'épave puisse être explorée. Une fois ceci fait, le héros découvre avec horreur qu'il s'agit de sa voiture de fonction qu'il a envoyée lui-même dans le décor. Kim, à ce moment-là, lui fait savoir, sur un ton très désagréable, qu'il avait compris dès le début mais qu'il tenait absolument à ce que le héros le comprenne tout seul. Par... pédagogie, entre très gros guillemets. Bon, en même temps, il était un peu obligé de le préciser. Sinon, nous, le joueur, nous n'aurions jamais pu savoir que c'était évident que c'était notre voiture et que c'est notre personnage qui est aveugle aux évidences. N'empêche, lors de notre première partie de Disco Elysium, profondément choqués par cette mesquinerie, nous avons commenté l'anecdote auprès d'autres joueurs et constaté qu'à part nous, tout le monde trouve que ce geste de Kim est d'une extrême gentillesse. Ça me dépasse. La légende veut qu'il soit dangereux d'essayer de réveiller les somnambules qui marchent sur les toits, mais même en partant du principe que dire la vérité dès le début à quelqu'un qui est dans le déni présenterait le même type de danger, et qu'il était donc nécessaire de mentir par omission, la gentillesse serait alors de faire semblant de découvrir la vérité en même temps que le héros, pour qu'il ne sache jamais qu'il a été ridicule pendant 2 heures, et que le moment de détente que lui et Kim ont partagé pendant qu'ils attendaient que la marée descende était en réalité un moment d'humiliation. Donc, en bref, Dali n'aurait pas dû se servir des sentiments de Miggy pour Sally comme motivation pour le faire bosser. Mais une fois ce point de non-retour franchi, la meilleure attitude qu'il pouvait avoir était d'accorder à son frère son illusion d'histoire d'amour satisfaisante et conclue sans rejet. Parce que, quitte à mentir aux gens pour obtenir ce qu'on veut d'eux, travailler à l'école ou prendre conscience d'avoir planté sa voiture de fonction, il vaut mieux faire en sorte qu'ils ne découvrent jamais qu'on leur a menti. Jouer l'infranchise à un moment où elle n'aurait pas d'autre effet que de faire souffrir l'autre par notre faute, c'est juste le désir égoïste d'être le vertueux de l'histoire. Et la mise en scène nous fait bien comprendre que la seule préoccupation de Dali lorsqu'il choisit de cacher la vérité à Miggy pour toujours, c'est le bien-être de son frère. Ce faisant, il renonce définitivement à mériter sa confiance. Mais je suppose que pour un gamin qui a grandi dans un profond isolement en interagissant pour de vrai qu'avec sa mère et son jumeau, c'est le mieux qu'on puisse espérer en termes de sympathie. Miggy et Dali sont handicapés de ce point de vue-là. Ils ont juste chacun leur manière de mal comprendre la sympathie. Si c'est plus flagrant pour Dali, c'est parce que, étant l'aîné et le plus cérébral des deux, il est aussi celui qui protège son frère. Ce faisant, il le manipule un peu, mais l'animé ne donne jamais l'impression que Dali cherche à utiliser Miggy comme un pion pour servir ses propres intérêts. Il pèse les avantages et les inconvénients de cette stratégie pour Miggy. Comme nous l'avons dit, ce n'était pas du tout l'objectif premier du déguisement de Sally. Et comme je viens d'expliquer, Dali essaye, avec sa compréhension limitée des sentiments de son frère et des relations humaines en général, de faire en sorte que ça se termine le moins douloureusement possible pour Miggy. Ce qui aurait d'ailleurs parfaitement fonctionné si Dali ne se mettait pas en tête de réutiliser le déguisement de Sally pour séduire la cible de leur enquête. Si Dali ne se mettait pas en tête de réutiliser le déguisement de Sally pour séduire la cible de leur enquête, provoquant un improbable triangle amoureux entre frères aussi glauque que burlesque. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, il est quand même un peu con. La série tient à ce que les jumeaux ne soient ni tout blanc ni tout noir. Donc elle n'en fait pas un méchant et un gentil, et elle n'en fait pas un génie et un idiot. Les deux sont un peu gentils, un peu méchants, un peu intelligents et un peu bêtes. Sur le fond, c'est absolument sordide cette histoire de Sally. Mais de la même manière que Sakamoto a arrivé à faire passer le fait de prendre des photos de quelqu'un à son insu pour quelque chose de bénin, le dosage dans Miggy et Dali fait qu'on arrive à conserver assez d'estime pour Dali pour trouver cette situation drôle et palpitante malgré tout. L'épilogue de la série a même le culot de présenter cette anecdote comme le genre de private joke qui fait rigoler tout le monde, même les victimes des années après, autour d'une bonne tarte aux cerises sous le regard amusé des parents et des amis. En fait, l'auteur, c'est pas Nami Sano, c'est Nami Insano.
Comme dit au début, les personnages secondaires sont conçus sur un principe semblable à ceux de Sakamoto. En revanche, puisque c'est une série courte et très à suivre, ils sont beaucoup moins nombreux. Il doit y avoir en gros 10 personnages importants en comptant Migi, Dali et leurs parents adoptifs. Certes, on peut regretter que la partie enquête pour trouver la maison natale des jumeaux soit si courte, mais en contrepartie, ça permet de n'introduire que des personnages qui resserviront par la suite, plutôt que d'avoir un figurant du jour à chaque épisode. Ça permet d'en introduire 2 en fait. Le mec aux oiseaux et le castor. Oui, parce que dans la vidéo sur Sakamoto, on s'est donné la peine d'appeler les personnages par leur nom, mais dans notre esprit, c'était le mec aux cheveux, la fille aux photos, les 3 gros lards. Dans Migi et Dali également, les personnages secondaires ont tendance à se définir par un gimmick, en particulier le mec aux oiseaux et le castor. Alors on va vous dire leur nom une fois par principe, mais pour retranscrire fidèlement l'impression que nous a fait la série, on les appellera par leur surnom pendant le reste de la vidéo. Le mec aux oiseaux, Shunpei Akiyama, est, surprise, un type qui se passionne pour les oiseaux au point de vouloir être un oiseau lui-même. Il s'est confectionné un costume d'oiseau à cet effet. Son rôle dans l'intrigue est surtout d'être le premier véritable ami de Migi et de lui permettre au milieu de la série de prendre ses distances avec son frère. Le Tori de Hitori veut d'ailleurs dire oiseau, ce qui est peut-être la raison implicite de la sympathie spontanée de ce gars pour Hitori. Son obsession pour les oiseaux est présentée comme quelque chose de totalement ridicule, et il est exagérément démonstratif, mais le rôle qu'il joue dans l'intrigue est surprenamment sérieux et positif. On pourrait croire qu'il serait un peu le comparse embarrassant qu'Hitori fait semblant d'apprécier parce que c'est nécessaire pour l'enquête des jumeaux, mais l'affection qu'il a pour Migi est très profonde, au point qu'il arrive à déduire exactement à quoi ressemble Sally d'après, ça. À vrai dire, Migi ne lui rend pas très bien son amitié, si on en juge par une brève scène qu'on n'a pas comprise du tout où ils gagnent ensemble un concours de déguisement, et où Migi assomme le mec aux oiseaux pour monter seul sur le trône du vainqueur. Je crois que c'était ça. C'était ça ? Je sais pas, moi non plus j'ai pas compris. D'autant que Migi a manifesté son affection pour le mec aux oiseaux avant cette scène. Il fait en sorte qu'il ne l'accompagne pas dans des situations potentiellement dangereuses. C'est comme le coup de « est-ce que l'orphelinat était au courant que c'était des jumeaux ?» Parfois dans cette série, il y a des trucs un peu ambigus parce que les événements s'enchaînent très vite. Reprenons. Le castor, Maruta Tsutsumi, est quant à lui tout l'inverse du mec aux oiseaux. C'est un garçon apparemment plus jeune que les héros, qui a l'apparence d'un castor et qui est obsédé par les barrages. À un moment, il se sert de ses dents pour ronger une porte. C'est aussi une sorte de scout, une référence au castor junior, mais surtout il est mesquin, cruel et vicieux. Il change radicalement d'attitude après que le mec aux oiseaux le recrute pour faire partie du commando chargé de la scène d'action finale, et il a même une intrigue romantique avec la fille de la famille des principaux suspects de l'enquête des jumeaux. Ces personnages sont assez représentatifs de l'ensemble. Ils sont très hauts en couleur, très cartoon, mais également très vivants et très attachants. On ne peut absolument pas dire qu'ils soient réalistes, mais ils paraissent tous riches et nuancés. C'est valable pour les enfants bien sûr, mais aussi pour les adultes, c'est même valable pour les 2 chiens présents dans la série. Et c'est évidemment valable pour la famille des principaux suspects du meurtre de la mère biologique de Migi et Dali. Nous ne dirons que quelques mots rapides sur eux, car la série assure très bien elle-même sa propre explication de texte les concernant, et comme dit au début, nous préférons ne pas spoiler l'intrigue thriller. Le père et la fille sont plus évanescents que la mère et le fils, mais disons que ces personnages-là ont aussi leur complexité, leurs zones d'ombre pour lesquelles on sera amené à avoir plus ou moins d'indulgence ou de compréhension, et leur névrose qui reste dans les grands thèmes de la série. Ces grands thèmes sont pour partie ceux qu'on s'attend à trouver dans une série avec des jumeaux, comme l'inné et l'acquis, la famille... C'est très important. Mais aussi plus largement le fait de devoir surmonter les traumatismes du passé pour pouvoir avancer vers l'avenir, ou encore le fait de se couper l'accès au bonheur en ayant une idée fixe, thème qui concernera surtout les méchants, mais qui s'exprimera aussi dans le désaccord entre Dali qui veut venger la mort de sa mère coûte que coûte, et Migi qui pense de plus en plus à profiter de l'opportunité qu'il aurait offerte de mener une vie heureuse, comme on l'a dit. Comme les malheurs de Sophie, Migi et Dali contient son lot d'angoisses et de blessures dont on ne guérit pas du jour au lendemain. Migi et Dali a donc le même genre d'épilogue que les malheurs de Sophie, nous montrant l'avenir radieux où les rancœurs et les obsessions sont loin derrière et où on rigole du moment au collège où on a eu un crush sur son frère, une bonne tarte à la cerise sur la table, entouré de sa famille, de ses 2 chiens et de son fantôme de compagnie. Oui, il y a un fantôme dans Migi et Dali. Nami Sano a un truc avec les fantômes, non ? Va savoir. C'est vers la fin et ça ne joue qu'un rôle très bref, mais ça contribue au charme de la série, et oui, c'est un point commun avec Sakamoto pour vous servir, où il y avait aussi un fantôme malgré le contexte ordinaire dans lequel évoluaient les personnages. À moins que la mangaka croie réellement aux fantômes et que pour elle ça reste du registre de l'ordinaire. Peu importe. C'est bizarre, mais c'est utile dans la fin, et c'est drôle, donc ça valait le coup de le mentionner. Je suppose. Il est plus facile de savoir quoi penser de Migi et Dali que de Sakamoto pour vous servir. C'est un thriller sordide avec une très forte composante humoristique, un concept de base à la fois hilarant et intriguant, une intrigue et une mise en scène très maîtrisée, et des personnages enthousiasmants dont on a envie de connaître l'histoire. Il y a quelques imprécisions, mais la série est si courte et progresse si rapidement qu'on n'a pas le temps de les regretter. Malgré cette relative simplicité de concept, elle est parfois très atypique sur le fond, avec des ambiguïtés et une forme de nuance qui évoque celle de Sakamoto mais qui, combinée au suspense et à l'élément quasi horrifique propre à Migi et Dali, en font quelque chose d'à notre connaissance
expérience assez unique. Pour avoir su jumeler le sérieux et l'humour d'une manière si impeccable qu'on en vient à ne plus savoir si on aime la série grâce à l'un ou grâce à l'autre, Miggy et Dali méritent qu'on s'en souvienne.邪魔しないでちょうだい